Pendant des siècles, les déserts ont été considérés comme des terres vides et stériles. Pourtant, sous le sable se cachent des découvertes qui transforment notre compréhension de l'histoire. D'une immense faille qui divise un continent à un géoglyphe gigantesque visible seulement depuis le ciel. En passant par des cités anciennes enfouies sous les dunes. Ces trouvailles sont bien réelles et soigneusement documentées. Pourquoi ces merveilles sont-elles restées si longtemps dissimulées? Et que révèlent-elles sur les récits oubliés de notre planète? Restez avec nous pour découvrir comment ces déserts gardent des secrets capables de changer notre vision du monde. La cité perdue d'Ubar, souvent surnommée l'Atlantide des sables, fascine explorateurs et historiens depuis des générations. Cette ville ancienne, au cœur du commerce prospère de l'encens dans la péninsule arabique, était réputée pour sa richesse et sa grandeur. Avec d'imposantes constructions et d'abondantes ressources, la disparition mystérieuse d'Ubar a été associée à un châtiment divin mentionné dans le Coran, qui décrit une ville aux hautes colonnes détruites en raison des fautes morales de ses habitants, selon la légende. Ubar aurait été englouti par les sables du désert du Rub al-Khali, la plus vaste étendue de sable continue au monde. Au début des années 1990, une équipe dirigée par le réalisateur et archéologue amateur Nicolas Clapp utilisa des images satellites pour suivre d'anciennes routes caravanières en Oman. Leur recherche mena à la découverte du site de Chisser. Dans la province du Dhofar, ils y mirent au jour les vestiges d'un ancien établissement, dont une grande forteresse octogonale et les traces d'un spectaculaire effondrement de terrain. Certains chercheurs pensent que Chisser pourrait correspondre à Ubar. Tandis que d'autres restent prudents, l'archéologue Juris Zarins, membre de l'équipe de fouilles, suggéra qu'Ubar ne désignait peut-être pas une seule ville, mais plutôt un ensemble de sites liés au commerce de l'encens. De plus, le déclin de ce commerce et les changements climatiques auraient contribué à l'abandon progressif de ces lieux. Aujourd'hui, le site de Chisser attire touristes et spécialistes. Même si son lien exact avec la légendaire Ubar reste discuté, ces découvertes offrent un aperçu précieux de la riche histoire de la péninsule arabique et de l'attrait durable des mystères anciens, mais Ubar n'est qu'un exemple parmi tant d'autres mystères enfouis sous le sable. Et si je vous disais qu'il existe un site encore plus ancien que les pyramides? Remettant en question notre vision des débuts de l'humanité, restez à l'écoute. Göbekli Tepe, situé dans le sud et de la Turquie, a bouleversé notre compréhension des sociétés préhistoriques datant de plus de 12 000 ans, soit plus de 6 000 ans avant Stonehenge et 7 000 ans avant les grandes pyramides. Ce site présente un ensemble de structures circulaires et ovales construites avec d'énormes piliers en forme de T en calcaire, dont certains atteignent près de 18 pieds de hauteur. Ces piliers sont richement sculptés avec des représentations de lions, taureaux, renards, gazelles, serpents, vautours et même des symboles abstraits. Des figures humaines stylisées apparaissent aussi, suggérant une signification symbolique ou spirituelle. Ce qui est remarquable, c'est que Göbekli Tepe fut édifié par des chasseurs-cueilleurs à l'époque néolithique pré-céramique, une période que l'on pensait incapable de produire une architecture monumentale. Cela remet en cause l'idée selon laquelle les grands centres religieux seraient apparus seulement après l'agriculture. Au contraire, il est possible que des espaces rituels communs aient encouragé le développement de l'agriculture. Les spécialistes débattent encore de la fonction du site. L'archéologue Klaus Schmidt proposa qu'il s'agissait d'un sanctuaire de l'âge de pierre dédié à un culte des morts. Les animaux représentant des gardiens. D'autres estiment que ces structures pouvaient avoir plusieurs fonctions, à la fois rituelles et communautaires. Des recherches récentes renforcent son importance. Certaines gravures pouvant représenter des connaissances astronomiques anciennes. Un pilier serait interprété comme le plus ancien calendrier solaire connu, évoquant l'impact d'une comète vers 10 850 ans avant notre ère. Cet événement aurait déclenché le Dryas récent, une période froide ayant influencé l'essor de l'agriculture en Haute-Mésopotamie. Ce site constitue un témoignage exceptionnel de l'ingéniosité humaine et éclaire les forces qui ont façonné la civilisation. Göbekli Tepe a changé les livres d'histoire, mais ce n'est pas le seul lieu ancien révélant le savoir astronomique de l'humanité. Quels secrets
Un ancien cercle de pierres en Égypte révèle-t-il sur le lien de nos ancêtres avec le cosmos? Au cœur du désert nubien en Égypte, à environ 800 km au sud du Caire actuel, se trouve Nabta Playa, un site archéologique extraordinaire qui a transformé notre compréhension des civilisations anciennes datant de plus de 7000 ans. Il abrite un cercle de pierres impressionnant, antérieur d'environ 2000 ans à Stonehenge en Angleterre. Ce site n'est pas un simple assemblage de pierres, l'alignement précis de ces éléments suggère qu'il fonctionnait comme l'un des premiers observatoires astronomiques connus. Les chercheurs pensent que ces alignements servaient à identifier le solstice d'été, moment crucial annonçant les pluies saisonnières essentielles à la survie des communautés pastorales locales dès le 7e millénaire avant notre ère. Nabta Playa était déjà un centre de peuplement organisé. Les fouilles ont révélé des puits profonds pour stocker l'eau, des cultures en développement et des animaux domestiqués. Preuve d'une communauté prospère. Plus fascinant encore. Le niveau de complexité sociale et scientifique reflété dans la construction de structures mégalithiques à cette époque, cela montre que ces sociétés anciennes possédaient une connaissance avancée de l'astronomie. Intégrée à la fois dans leur vie quotidienne et leurs pratiques spirituelles, la découverte de Nabta Playa a offert des informations essentielles sur les cultures préhistoriques africaines et a remis en question des idées établies sur l'émergence des sociétés complexes. Elle souligne le rôle central de l'astronomie dans l'histoire humaine et propose une nouvelle perspective sur la manière dont les anciens reliaient leur existence au cosmos, alors que Nabta Playa illustre la précision de l'astronomie ancienne. Les pyramides cachées du Soudan révèlent la grandeur d'une civilisation rivalisant avec l'Égypte. Avant de continuer, j'ai une demande spéciale de 10 secondes pour vous qui écoutez. Si vous souhaitez nous soutenir, appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien compte énormément et si vous le faites, mon équipe et moi ferons tout pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Le Soudan abrite plus de 255 pyramides, un nombre supérieur à celui de l'Égypte, notamment à Méroé, Nouri et Sédeinga, construites par les souverains du royaume de Kouch, florissant de 800 ans avant notre ère à 100 ans après. Ces pyramides servaient de tombeaux royaux et reflétaient un mélange d'architecture locale et égyptienne, contrairement aux pyramides massives d'Égypte. Celles de Nubie se distinguent par leur base plus petite et leur pente très raide, parfois proche de 70 degrés, avec des chambres funéraires situées sous terre. Méroé, ancienne capitale de Kouch, compte plus de 200 pyramides réparties dans ses nécropoles nord, sud et ouest, où reposaient souverains, familles royales et élites. La nécropole ouest, par exemple, comprend plus de 800 tombes, dont 82 sont marquées par des pyramides. À Nouri se trouvent plus de 20 pyramides, dont l'imposante tombe du roi Taharqa, dirigeant à la fois Kouch et l'Égypte durant la 25e dynastie. Sa pyramide mesurait à l'origine plus de 50 et 1 mètre de côté et atteignait entre 40 et 50 mètres de hauteur. Ces monuments furent édifiés sur plus de 3 siècles, de 670 à 310 avant notre ère, à Sédeinga. Des fouilles menées entre 2009 et 2012 ont révélé 80 petites pyramides, certaines larges de seulement 30 pouces, datant d'environ 1 an avant notre ère. Moins célèbres que celles d'Égypte, les pyramides nubiennes attirent aujourd'hui davantage l'attention grâce aux recherches archéologiques en cours, qui mettent en lumière l'héritage du royaume de Kouch. Plusieurs agences proposent désormais des visites guidées de ces sites remarquables, permettant aux visiteurs de découvrir ce chapitre fascinant de l'histoire humaine, avec plus de pyramides au Soudan qu'en Égypte, selon vous. Pourquoi les pyramides nubiennes et leurs chambres souterraines restent-elles moins connues que les immenses monuments de Gizeh? Dites-le nous dans les commentaires. Fort romain situé aux portes du désert du Sahara dans l'Algérie actuelle, offre un aperçu unique du passé antique. Placé à environ 25 km au sud de Biskra et à 5 km du village moderne de Mlili. Le site conserve son héritage berbère à travers son nom,
mentionné par Pline l'Ancien en lien avec la victoire de Lucius Cornelius Balbus sur les Garamantes en 19 avant notre ère. Gemella aurait pu être fortifié avant même le contrôle romain. Il devint ensuite un poste frontière majeur marquant la limite sud de l'Empire romain, une inscription datant de 126 après notre ère, dédiée à l'empereur Hadrien par une cohorte montée venue de Syrie. Souligne son importance stratégique. Plusieurs unités, dont le régiment de cavalerie Ala Un Pannoniorum, y furent stationnés. Le fort rectangulaire mesurait 150 sur 190 mètres, avec des murs de pierre épais de 3 mètres et des angles arrondis renforcés. 4 portes et des tours bien positionnées assuraient la défense. Tandis qu'une cour entièrement pavée et des motifs peints de vigne témoignent d'un raffinement architectural, autour du fort, un mur de terre entourait une agglomération comprenant un amphithéâtre et des temples dédiés aux divinités militaires romaines, des fresques. Statuettes et offrandes comme des coquillages éclairent la vie spirituelle de ses habitants. Au 5e siècle, Gemella demeurait un point défensif important jusqu'aux invasions vandales. Certains pensent que l'empereur Justinien ordonna sa restauration en 534. Mais aucune trace byzantine ou chrétienne n'a été trouvée. Au 9e siècle, des chroniqueurs arabes évoquent un site appelé Mila, peut-être Gemellaï, aujourd'hui, connu localement sous le nom d'Al-Kasbah. Le site est en grande partie recouvert par le désert. Mais ces ruines restent le témoignage de la résistance de ses bâtisseurs et habitants, alors que l'Empire romain étendait ses frontières dans des régions hostiles. Une autre civilisation désertique sculptait son héritage dans la pierre. Que peut nous apprendre la cité antique de Égra sur la survie et l'ingéniosité? Restez avec nous. Au cœur des déserts de l'Arabie saoudite actuelle se trouve Égra, aussi appelée Madan Saleh, cette ville antique. Édifiée il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens, présente des temples et palais impressionnants, taillés directement dans les falaises de grès, autrefois centre commercial prospère. Égra était une étape clé d'une grande route internationale où les caravanes transportaient des biens précieux comme les épices et l'encens. Les marchands locaux détenaient des droits exclusifs sur ces produits. Diffusant la richesse et l'influence du royaume nabatéen, le génie des Nabatéens dans la gestion de l'eau leur permit de survivre dans des conditions désertiques extrêmes, grâce à un système hydraulique élaboré. Ils détournaient les pluies des montagnes voisines vers des réservoirs et des réseaux d'irrigation, transformant des terres arides en oasis fertiles, soutenant l'agriculture et la vie quotidienne. Égra ne fut pas leur seule réussite. Leur capitale, Pétra, est célèbre pour son architecture sculptée dans la roche et son ingénierie hydraulique innovante. Ensemble, ces villes illustrent l'ingéniosité d'un peuple semi-nomade qui maîtrisait à la fois le commerce et la survie en milieu hostile. Cependant, la prospérité nabatéenne fut de courte durée. En 106 après notre ère, les Romains annexèrent leur territoire, intégrant Égra et Pétra à l'Empire. Avec le temps, les routes commerciales changèrent, entraînant le déclin progressif et l'abandon de ces cités florissantes. Aujourd'hui, Égra demeure un rappel silencieux d'une civilisation remarquable et de son héritage durable. Égra témoigne de l'adaptabilité humaine. Mais dans l'arrière-pays isolé d'Australie, un géoglyphe colossal soulève une autre question. Qui l'a créé et pourquoi reste-t-il si mystérieux? Découvrons le Brex. Sur le plateau isolé de Finis en Australie, à environ 37 miles de la localité de Mari, se trouve le Mariman, le plus grand géoglyphe du monde, découvert par le pilote Trevor Smith en juin 1998. Cette œuvre gigantesque représente un chasseur tenant un bâton de jet. La figure mesure plus de 2 miles de hauteur et son périmètre dépasse 17 miles, ce qui en fait l'une des créations les plus étonnantes jamais observées. Les scientifiques estiment que le géoglyphe fut réalisé peu avant sa découverte, probablement grâce à la technologie GPS et à des bulldozers pendant 8 à 10 semaines. Pourtant, l'identité de son créateur reste inconnue. Les lignes gravées dans le sol s'estompent facilement à cause de la nature du sol, ce qui nécessite des restaurations régulières pour le préserver. Au départ, certains soupçonnaient le peuple Arabana, groupe autochtone local,
Mais celui-ci a exprimé son mécontentement. Considérant l'œuvre comme une profanation de terre sacrée, des pieux en bois retrouvés sur place auraient servi à tracer le dessin, indiquant l'intervention d'un artiste ou d'une équipe inconnue, si certains ont imaginé une origine très ancienne. L'effacement rapide des lignes a écarté cette hypothèse. Fait intrigant. Malgré plus de 2 mois de travail, le géoglyphe passa inaperçu auprès des habitants autochtones de la région. Renforçant le mystère, le Mariman fascine par son ampleur et son énigme. Mais l'histoire de Masada offre un récit tout aussi puissant de résistance et de sacrifice. Explorons maintenant cette forteresse devenue symbole de défi. Dominant la côte sud-ouest de la mer Mortée, en Israël. La forteresse de Masada est un symbole impressionnant de résistance et d'ingéniosité, construite il y a plus de 2000 ans par le grand prêtre Jonathan. Elle prit de l'importance sous le règne du roi Hérode le Ier, craignant ses ennemis. Hérode renforça la place avec des murs de 15 pieds de hauteur et 37 tours de guet, la transformant en une forteresse presque imprenable. Perchée au sommet de falaises s'élevant à environ 1000 pieds du côté est, Masada bénéficiait d'une protection naturelle exceptionnelle. Hérode fit également aménager d'importants entrepôts de vivres et des systèmes avancés de collecte d'eau pour résister au siège. L'accès se faisait par un sentier étroit, aujourd'hui appelé le chemin du serpent, très fréquenté par les visiteurs. Le moment le plus dramatique survint lors de la première guerre juive en 66 après notre ère, lorsque Masada devint le dernier refuge face à Rome pendant 3 ans. Les Romains assiégèrent la forteresse et finirent par percer ses défenses grâce à une immense rampe et des plateformes de siège. Plutôt que de se rendre, les défenseurs choisirent le sacrifice. Aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Masada demeure un témoignage durable du courage et de la détermination de son peuple et l'un des sites les plus emblématiques d'Israël. Que feriez-vous si vous aviez été parmi les défenseurs de Masada? Résister aux Romains ou faire le sacrifice ultime comme eux? Pourquoi? Partagez votre avis dans les commentaires. Le désert d'Arabie, qui couvre une grande partie de l'Arabie saoudite, est souvent perçu comme un territoire aride et impitoyable. Pourtant, sous sa surface sèche, subsistent des traces de systèmes anciens de gestion de l'eau qui ont permis à des civilisations passées de prospérer dans cet environnement difficile. L'une des inventions les plus ingénieuses fut le système de Qanat, des tunnels souterrains conçus pour acheminer l'eau des nappes phréatiques vers la surface afin d'irriguer les terres et alimenter les populations. Développés à l'origine dans l'Iran antique, les Qanats furent largement adoptés dans la péninsule arabique, à Duma al-Jandal, dans la province d'Al-Jauf, en Arabie saoudite. Des archéologues ont découvert des vestiges de ces installations qui utilisaient la gravité pour transporter l'eau sur de longues distances tout en limitant l'évaporation. En plus des Qanats, les sociétés arabes anciennes construisirent des barrages et des réseaux d'irrigation complexes pour exploiter des ressources en eau rare. Dans le sud-ouest de l'Arabie, des systèmes d'irrigation par crue datant de plus de 6000 ans captaient les eaux saisonnières pour l'agriculture. Ces structures de ruissellement à petite échelle permettaient de cultiver des terres même dans les hautes terres escarpées. Les Nabatéens, civilisation arabe antique, maîtrisaient parfaitement la gestion de l'eau en milieu désertique. À Petra, leur capitale située dans l'actuelle Jordanie, ainsi que dans des établissements de l'Arabie saoudite moderne. Ils édifièrent des barrages, citernes et canaux pour stocker et distribuer l'eau. Cette infrastructure soutenait l'agriculture, alimentait les villes et favorisait le développement de leur société malgré un climat aride. Ces systèmes illustrent l'ingéniosité des sociétés arabes anciennes, montrant comment elles ont transformé des déserts en paysages habitables et productifs. Leurs techniques restent pertinentes aujourd'hui et offrent des leçons précieuses pour une utilisation durable de l'eau dans les régions sèches du monde. De la gestion de l'eau à la géométrie sacrée. L'ingéniosité humaine semble sans limite, mais que se passe-t-il lorsqu'un symbole géométrique mystérieux apparaît au milieu d'un désert en une seule nuit? Restez avec nous. Le Sri Yantra est un symbole ancien de l'Inde représentant l'harmonie et l'interconnexion.
généralement formés de triangles imbriqués dans une structure symétrique, en août 1990. Une formation géométrique similaire fut découverte dans un lieu inattendu, le lit asséché d'un lac dans le désert de l'Oregon, lors d'un vol de routine. Le lieutenant Bill Miller aperçut un immense géoglyphe de plus de 1300 pieds de largeur. Étrangement, lui et d'autres pilotes avaient survolé la zone plus tôt ce jour-là sans rien remarquer. Ce dessin gigantesque serait apparu en une seule journée, sans trace évidente d'activité humaine à proximité, au départ. Les autorités américaines gardèrent le silence pendant 1 mois. Lorsque l'information fut révélée, un groupe de 4 artistes dirigé par Bill Witherspoon revendiqua l'œuvre, affirmant avoir utilisé un cultivateur de jardin et des cordes pour tracer le motif avec précision. Selon eux, sa perfection résultait d'une planification minutieuse et de mesures exactes. Malgré cette déclaration, de nombreux experts restent sceptiques. Réaliser une figure géométrique parfaite sur papier est déjà complexe, mais la reproduire à une telle échelle et si rapidement paraît presque irréalisable, cela a conduit certains à évoquer des hypothèses extraordinaires. Le yantra de l'Oregon demeure une énigme fascinante. Qu'il soit une prouesse artistique humaine ou autre chose, il reste une histoire captivante venue des déserts du monde. Le Sri Yantra impressionne par sa précision. Mais l'énigme métallique du désert de Mojave soulève une autre question. S'agit-il d'un vestige scientifique, d'une œuvre d'art ou d'autre chose encore? Au cœur du désert de Mojave, en Californie, au sommet d'une colline rocheuse d'environ 100 pieds de hauteur, se trouve un étrange objet métallique connu sous le nom de Mojave mégaphone, longue d'environ 6 pieds et pesant plus de 200 livres. Cet artefact intrigue explorateurs et chercheurs. Sa conception inhabituelle et sa fonction inconnue ont donné naissance à de nombreuses théories. Faisant de lui l'un des mystères les plus persistants du désert, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un vestige d'expériences militaires américaines, peut-être destiné à avertir les habitants de dangers potentiels. D'autres suggèrent qu'il ferait partie d'un ancien système de propulsion de fusée, ou même d'un tube Venturi utilisé pour mesurer le débit de fluide ou de gaz. Une théorie plus imaginative avance qu'il aurait pu servir de tambour, une peau tendue transformant la structure en instrument primitif. L'explication la plus répandue relie cependant le Mojave mégaphone à des essais menés à la base aérienne d'Edwards en Californie, où d'importantes recherches sur les barrières du son et les ondes de choc furent réalisées. Il est possible que cet appareil ait servi d'outil de mesure dans ses études aéronautiques. Un autre mystère concerne la manière dont cet objet lourd a été installé dans un lieu aussi difficile d'accès. Il semble avoir été assemblé en 2 parties distinctes, ce qui laisse penser que chaque élément aurait été transporté séparément, compte tenu du terrain accidenté et des défis logistiques. Cette hypothèse ne fait qu'accentuer l'énigme. Le Mojave mégaphone demeure l'une des découvertes désertiques les plus intrigantes. Suscitant une curiosité constante quant à son origine et son usage, le Mojave mégaphone alimente les débats. Mais le Sahara offre une révélation plus discrète. Des textiles anciens préservés par le temps, que nous apprennent ces tissus sur ceux qui les ont créés, découvrons-le. Le climat extrême du désert du Sahara a, de manière inattendue, conservé d'anciens textiles qui éclairent les premières traditions de tissage en Afrique subsaharienne. Parmi les découvertes les plus remarquables figurent des tissus en laine provenant de Kissi, dans l'actuel Burkina Faso, datant du 1er millénaire après notre ère, protégés par la corrosion du métal dans des sites funéraires. Ces textiles montrent le rôle important du tissu dans les sociétés anciennes de la région. Les trouvailles issues des grottes des Télèmes, le long des falaises de Bandiagara au Mali, sont tout aussi fascinantes, datant des 11e au 13e siècle après notre ère. Ces fragments révèlent des techniques de tissage avancées et apportent des informations précieuses sur les pratiques culturelles de l'époque. Ces découvertes ont transformé notre compréhension de la production textile en Afrique subsaharienne, mettant en lumière un héritage riche en savoir-faire et en échanges commerciaux, grâce aux conditions sèches du Sahara. Ces tissus anciens ont résisté au temps et offrent un aperçu unique de l'évolution culturelle et technologique de la région. Selon vous, que révèlent ces textiles anciens sur l'importance des vêtements et de l'artisanat dans l'identité et le commerce des premières sociétés subsahariennes? Dites-le nous dans les commentaires
et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes. Au début du XXe siècle, au cœur des étendues arides du désert du Namibe, une histoire étonnante prit forme dans un lieu nommé Kolmanskop, cette localité. Fondée près d'une zone d'extraction de minerais précieux, devint rapidement un centre dynamique. Avec le temps, elle se transforma en véritable ville de style allemand, dotée d'une école, d'un hôpital, de boulangeries, de magasins et même d'une salle de concert élégante. Tout était réuni pour créer une communauté prospère. Au début de la Première Guerre mondiale, l'exploitation des diamants autour de Kolmanskop atteignit son apogée, produisant au moins 5 millions de carats. Un chiffre impressionnant pour l'époque. En 1920, la population comptait 344 colons blancs et 800 travailleurs locaux, participant tous à la croissance de la ville. Cependant, les réserves commencèrent à s'épuiser. En 1926, un gisement plus riche fut découvert à environ 170 miles de là, provoquant un départ progressif vers de nouvelles opportunités. En 1956, toutes les institutions municipales avaient fermé, et la ville autrefois animée devint silencieuse. Au fil des décennies suivantes, le désert reprit ses droits, ensevelissant les bâtiments sous le sable mouvant. Vers 1980, la ville était totalement abandonnée. Mais l'histoire de Kolmanskop ne s'arrêta pas là. La célèbre société diamantifère de Beers entreprit de restaurer ce site historique. Aujourd'hui, la ville est devenue un musée à ciel ouvert, permettant aux visiteurs de parcourir ces maisons envahies par le sable et d'admirer le contraste entre la désolation naturelle et l'ingéniosité humaine. Kolmanskop fut abandonné au désert. Mais White Sands cache une autre histoire sous sa surface. Des empreintes qui redéfinissent le calendrier des migrations humaines. Dans le parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique. Une découverte étonnante a changé notre compréhension de l'histoire humaine en Amérique du Nord en 2021. Des chercheurs ont mis au jour d'anciennes empreintes humaines le long des rives asséchées du lac Otero dans le bassin de Tularosa, datées entre 20 et 1 000 et 23 000 ans. Ces traces repoussent de plusieurs millénaires l'arrivée supposée des premiers humains sur le continent, auparavant estimée entre 13 000 et 16 000 ans, durant la dernière période glaciaire. Ce désert était une vaste prairie, soixante et une empreintes ont été identifiées, avec des détails nets comme les talons et les orteils. Elles sont plus plates que celles des humains modernes, probablement parce que ces individus ne portaient pas de chaussures, semblables à d'autres empreintes anciennes découvertes en Namibie. Le site comprend aussi des traces de mégafaune disparus, dont des mammouths colombiens, de grands paresseux terrestres et des prédateurs comme des lions américains et des loups redoutables. Une série d'empreintes humaines semble suivre celle d'un grand paresseux, suggérant une scène de chasse et illustrant l'interaction entre humains et animaux géants. Pour dater ces traces, les scientifiques ont utilisé la datation au radiocarbone sur des graines de la plante aquatique Ruppia cirrhosa, confirmée par des études de pollen de conifères et par la luminescence stimulée optiquement de grains de quartz. Ces méthodes ont validé l'ancienneté des empreintes. Cette découverte indique que des humains vivaient en Amérique du Nord pendant le maximum glaciaire, bien plus tôt qu'on ne le pensait, remettant en question des théories établies et ouvrant de nouvelles pistes sur les routes migratoires et les stratégies de survie, alors que ces empreintes révèlent les premiers pas de l'humanité en Amérique du Nord. Une main géante surgit du désert d'Atacama pour rappeler notre lien durable avec la Terre et ses mystères. Au cœur du désert d'Atacama dans le nord du Chili, le désert non polaire le plus sec du monde, se dresse la célèbre Mano del Desierto, la main du désert. Haute de 11 mètres, soit 36 pieds, cette sculpture monumentale fut réalisée par l'artiste chilien Mario Irarrázaval et inaugurée le 28 mars 1992, commandée par la corporation Pro Antofagasta. Elle se situe à environ 75 km au sud d'Antofagasta, près du kilomètre 1309 de la route panaméricaine, construite en fer et en ciment. Sa taille exagérée symbolise la vulnérabilité et l'impuissance humaine. L'artiste utilise souvent la forme du corps pour exprimer des émotions telles que l'injustice,
la solitude et la tristesse. La main du désert est aussi un rappel solennel des violations des droits humains durant la dictature militaire chilienne, ce qui lui confère une forte signification, malgré son importance culturelle. Son emplacement isolé la rend vulnérable aux actes de vandalisme, notamment au graffiti. Des bénévoles et organisations locales la restaurent régulièrement afin de la préserver. Pour les voyageurs parcourant la route panaméricaine, la main du désert constitue une halte marquante, mêlant art, mémoire et réflexion au milieu d'un paysage aride. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous est précieux. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran. Je suis certain qu'elle vous plaira. Indiquez en commentaire le prochain pays que vous aimeriez découvrir sur la chaîne. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo